Oui, c'est tout de suite qu'on va prendre sur ici maintenant 95 de FM. Paul. Paul, bonsoir. Ah, bonsoir, monsieur. Bonsoir. Voilà, je profite justement d'un moment où j'ai un petit peu le plaisir d'avoir une place un peu vide, car hier j'ai eu 3 échecs, j'ai dû raccrocher, je ne peux pas tenir plus longtemps. Voilà. Je crois que ce dirigeant de la Corée du Nord, il est en train de faire son petit Hitler, et il croit qu'en menaçant tout le monde, enfin bon voilà, je ne vais pas parler longtemps de lui parce qu'il ne m'intéresse pas tellement, qu'il y a des gens qui sauront quoi faire pour essayer de lui clouer un peu le bec, ou le radoucir, ou le ramener à la raison. Moi, ce que je voudrais vous dire, c'est que justement, ça m'a rappelé une anecdote que j'ai passé avec mes parents et mes 2 sœurs, nous étions 5, en 42 lorsqu'il y a eu la grande rafle, puisque, oui, nous sommes juifs, et en étant juifs, on était très recherchés en 42 afin de pouvoir, avec notre peau, faire des abat-jours qui rendaient très bien quand il y avait des enluminures sur les peaux. Bon, passons. On a eu la grande chance d'en réchapper. Alors, pourquoi en réchapper? Parce qu'une foule de miracles a jalonné notre chemin à partir de ce moment-là. Lorsqu'il y a eu la rafle en 42 au Veldiv, ça faisait plusieurs jours que mes parents étaient déjà au courant qu'il se préparait quelque chose. Beaucoup étaient au courant. Et certains même ont eu la présence d'esprit, comme l'a eu mon père, de dire, ah ben non, nous, on ne répondra pas au coup de sonnette. D'ailleurs, les 2 hommes, mon père et moi, on va dormir ailleurs. Les femmes, donc ma mère et mes 2 sœurs, vont dormir dans l'appartement. J'espère. Mais on ignorait encore qu'ils ne prenaient pas les femmes, qu'ils prenaient que les hommes. Mais là, ils prenaient tout, même les enfants, même les bébés, les vieillards. À ce moment-là, moi, en 42, j'avais 17 ans. En 40, j'avais 15 ans lorsque les Allemands sont rentrés. C'est vous dire que, étant né en 1925, je ne suis pas loin de la route des 10 décades. J'en suis à environ 7 ou 8 années. Alors, mais j'ai la voix encore qui est très compréhensible. Vous me comprenez? Vous m'entendez bien? Bien sûr, Paul, bien sûr, on vous entend bien. Alors, vous admettez que je puisse faire raconter, je suis un des derniers survivants de cette époque-là, qui peut encore raconter une histoire pour laquelle je peux dire fièrement, comme les troupes de Napoléon, j'y étais. Et heureusement, par des circonstances que j'appellerais des miracles successifs, ont présidé à ce cheminement jusqu'en 45 à la libération. Par hasard, le lendemain matin, quand on est arrivé à la maison, on a trouvé évidemment ma mère et mes 2 sœurs affolées en disant « Ah ben écoute, ils sont venus, il y avait les Allemands, on les a vus à travers le store, on habitait au 3e, et puis ils ont sonné, ils ont frappé, on n'a pas voulu ouvrir, et on a bien fait. Ben, bien sûr qu'ils ont bien fait. S'ils avaient ouvert, on ne les revoyait plus. Et on avait encore un peu de travail, mon père était ailleurs, alors il avait des retournages en route, parce que à ce moment-là, pour faire un costume, pour acheter une chemise, même il fallait des points textiles, des choses comme ça, et il y avait peu de clients pour ça, mais on retournait volontiers les vêtements qui étaient usés dessus, mais mon père, il excellait dans ce travail. Moi, je décousais, puis lui, il retournait, il cousait. Alors, on avait une vingtaine de paquets comme ça, qu'on a rapidement fait en paquets, ils étaient décousus et tout. On a mis le nom sur chaque paquet, on les a remis au concierge en bas, dans la journée du lendemain. Et puis, on lui a dit, écoutez, s'ils viennent chercher ça, les clients, vous leur donnez, etc.
nous, on est obligé de je ne sais pas quoi faire, quitter les lieux, où aller, etc. En entendant ça, une voisine a dit, mais moi je sais où vous allez aller. Vous allez aller chez mes parents qui habitent à Lille, dans le Nord. Et là, vous serez bien reçus. Mes parents, c'est les meilleurs accueils, les meilleurs hospitaliers de France. Et d'ailleurs, le Nord entier est le meilleur hospitalier de France. J'ai pu l'éprouver à de nombreuses occasions, puisque on a vécu là-bas 30 années après la libération, mes parents et moi, jusqu'à ce que mes parents puissent partir en retraite, et ils sont partis à 65 ans en retraite. À l'époque, ils avaient 40 ans, mes parents, à l'époque de cette rafle. Et moi, après m'être marié, je suis resté également là-bas. Alors, c'est vous dire que la cliente, la dame qui nous a interpellés, a dit, voilà l'adresse de mes parents à Lille. Débrouillez-vous d'y accéder, d'y aller. Je ne sais pas comment, vous n'avez pas de voiture, mais vous allez vous débrouiller. Moi, je vais les prévenir par téléphone, en téléphonant au bistrot à côté, car personne n'avait le téléphone. Seuls les docteurs, les avocats avaient le téléphone. Et alors, donc, je vous raconte cette histoire parce que elle me tient tellement à cœur. Je l'ai déjà racontée ici à quelques voisins. Et alors, évidemment, ils ont été très heureux d'apprendre ces événements. Malgré... laisse-moi parler si tu veux. Je téléphone. Il y a une émission où on peut dire les choses qui se sont passées. Du moment que ça ne dépasse pas évidemment les bornes. Et les miennes ne dépasseront pas les bornes. Pour certains, elles dépasseront les bornes. De voir avec quel courage, avec quel miracle on a pu en réchapper. Les gens qui nous ont hébergés à Lille, on est arrivé à Lille, rien qu'en prenant le train. À l'époque, il fallait un Ausweis, c'est-à-dire une autorisation en allemand, demander 8 jours avant l'endroit où on allait partir, et pour quelles raisons, etc. Et surtout dans le Nord, c'était une zone rouge, puisque ça abordait l'Angleterre. Alors vous pensez que... Alors, les cheminots ont été un des premiers dans la résistance. Parce que quand ils ont vu notre affolement, une petite valisette à la main avec quelques vêtements, la tête de mon père qui est là, moi je n'ai pas du tout une tête, j'ai une tête de français normal. D'ailleurs je parle le français normal, j'ai fait toute ma vie à l'école en France. Eh bien, ils voyaient bien à qui ils avaient affaire, à des gens qui se sauvaient. Eh bien, ils nous ont fait monter dans le train. Ils nous ont dit, mettez-vous là, vous ne risquez rien, s'il y a quelque chose, on va m'acheter. Bon, on est arrivé à Lille. À Lille, les gens qui tenaient une épicerie, où ils vendaient des légumes, des choses comme ça, qui s'appelle Stella Mance, eh bien, je dis son nom, je dis leur nom à l'antenne parce que les gens qui habitent Lille peuvent très bien se renseigner à la mairie qu'à l'époque, il y avait un magasin de légumes, de fruits et primeurs, épicerie, qui était rue Paul Lafargue à Lille. Maintenant, on m'a dit que ces rues sont complètement démolies, on a rebâti, etc. Enfin, ça c'est autre chose. Et ces gens, grâce à ces gens-là, on a pu survivre. Parce qu'ils nous ont aidés. Tu avais quel âge à l'époque, Paul? Tu avais quel âge? J'avais 17 ans. 17 en 42. ans. Mmh. Je suis né en 25. Alors, à 17 ans, et le monsieur Stellamance, lui, il ne travaillait pas au magasin. C'est sa femme et sa fille Mado qui tenaient le magasin pour les légumes et les fruits. Lui, il travaillait dans la glace pure. La glace pure, c'était des blocs de glace qu'on mettait dans les frigos à l'époque. Il n'y avait pas encore les électriques. Ce n'était pas encore électrique. Pour les bouchers, pour les restaurants, pour les cafés, pour ça, il fallait des blocs de glace pour rafraîchir les apéritifs, pour tenir la viande un peu au froid, etc. Et je vous dis que il m'a dit, eh ben écoute mon pote,
tu as 17 ans, tu m'as l'air costaud, tu vas travailler avec moi. Je dis, ben, bien sûr que je veux travailler avec vous. Et même je commence demain matin, si ça vous chante. Eh bien, grâce à ça, monsieur, nous avons pu... Après, toute la rue dans laquelle nous habitions, là, c'était une maison tout près de leur magasin qu'ils possédaient. Ils avaient justement un espèce de grenier où c'était à remettre un peu en état, où enfin il n'y avait pas de... On a logé là. Et toute la rue, finalement, au bout de 2 mois, elle savait très bien pour quelle raison nous étions là et pour quelle raison ma jeune sœur, qui avait à l'époque 7 ans, elle est née 10 ans avant moi, eh bien, elle devait aller à l'école. Ben, elle n'allait pas à l'école en septembre, puisque ça s'est passé au mois de juillet. Alors, il s'est passé 2 mois, septembre, la rentrée, pas d'école, on n'allait pas se déclarer là-bas, pas de carte d'alimentation, juste une petite valisette avec quelques affaires, rien. Pour manger, mon père avait acheté un couple de lapins, et on a eu des petits lapins, on les a tués, on a mangé du lapin. La tenancière de ce magasin, quand elle avait quelques poireaux, quelques pommes de terre, quelque chose qu'elle ne pouvait pas vendre le lendemain, elle nous disait, tenez, si ça vous chante, prenez ça, vous ferez une soupe, etc. Et grâce à ça, on a pu... Ce sont des saints, ces gens-là. Et d'ailleurs, je vais vous dire que il y a quelques années, tout ça, ça remonte à 70 ans en arrière. Eh bien, il y a quelques années, j'ai retrouvé par hasard le petit-fils de ces Stellamans. Parce que l'Amado, la fille, elle s'est mariée avec un monsieur Leroy. Et un monsieur Leroy a eu un garçon que j'ai retrouvé à 4 kilomètres de chez moi. Moi, j'habite un peu en province autour de Paris. Eh bien, par hasard, et il me dit, tiens, vous appelez Rochemin, vous appelez comme ça? Je dis, ben oui. Et il me dit, j'ai entendu parler de ce nom-là par mes grands-parents. On dit, vous savez, de ce nom-là, il y en a pas mal. Il n'est pas aussi répandu que Martin, mais il me dit, non, c'était un monsieur qui faisait des costumes, etc. Et je dis, et c'était dans quelle ville? Il me dit, dans le Nord, à Lille. Ben, je dis, c'est eux. C'est vos grands-parents. Par hasard, je les ai retrouvés, car pendant longtemps, moi, évidemment, après la libération, j'avais 20 ans. J'ai cherché un travail, j'ai travaillé, mes parents se sont fortement occupés, n'ont pas été ingrats avec ceux qui nous ont sauvés comme ça. Ils se sont bien occupés avec eux, ils ont correspondu. Moi-même, j'écrivais des lettres, etc., pour les envoyer avec l'adresse, parce que mes parents rédigeaient mal les adresses, etc. Bon. Par un hasard fabuleux, donc c'est un autre miracle. Il s'est produit, je vous dis, plusieurs miracles dans ma vie, dans cette vie-là, dans ces 3 années. Eh bien, je les ai rencontrés, ils habitent à quelques kilomètres de chez moi. On peut y aller presque à pied. Alors, je dis, ben écoutez, c'est eux. C'est à vos grands-parents que nous devons la vie. Et figurez-vous que j'ai fait des pieds et des mains. Eh bien, ma femme a un neveu qui est parti habiter à Jérusalem. Il a fait ce qu'on appelle chez nous, chez les Juifs, son alia. C'est-à-dire, il est parti retourner au pays de ses ancêtres là-bas. 2000 ans. Au bout de 2000 ans. Bon, c'est encore un miracle à citer ça. Eh bien, un jour, il est envoyé à Paris, où il vient pour un voyage à Paris, et il nous rencontre. Il veut connaître sa famille. Sa sœur, sa mère, c'est la sœur de ma femme. Donc, il sonne chez nous, il me dit, de passage à Paris, je viens vous dire bonjour. Très bien. Alors je dis, tu tombes bien parce que je voudrais savoir comment faire. Tu peux peut-être utilement me conseiller afin de montrer moi aussi ma reconnaissance envers ces gens-là à travers son petit-fils et sa petite-fille. Eh bien, il m'a dit simplement, tu écris à Jérusalem à cette adresse, il y a un bureau qui s'occupe
distribué la médaille des justes devant les nations, les justes des nations, c'est-à-dire les gens qui ont fait le bien, qui ont fait du bien pour sauver des âmes humaines, qu'ils soient juifs ou autres, parce qu'il y a eu également des gitans qui ont été sauvés, il y a eu enfin, un tas de personnes, on le sait déjà, ça, tout ça. Et après maintes et maintes échanges de courriers avec eux, ça a duré plus de 6 mois, ils m'ont demandé évidemment des preuves de ce que l'on avançait. J'ai écrit à Lille, à la mairie et partout pour avoir ces preuves. J'ai les voisins, etc. Enfin bon, ayant fourni pas mal de preuves, j'ai été accepté. Et il y a environ plusieurs années, 3-4 ans, eh bien, on a été convoqué au monument de la Shoah qui se trouve à Paris, rue François Lanier ou Édouard Lanier, François Lanier, je crois, pas loin de l'hôtel de ville, un monument de la Shoah. Et là, dans une salle, on m'a prévenu 3 mois à l'avance que là, il y aurait la remise de la médaille des justes à ce monsieur Leroy qui habite pas loin chez moi. J'avais enfin réussi à obtenir ce que je voulais. Et ça a été... J'ai convoqué toute ma famille. On était 60 environ à l'époque. Ils sont venus de partout. Il y en a qui sont venus de Marseille, il y en a qui sont venus d'Angleterre, il y en a qui sont venus de je ne sais où. Ils étaient tous là. J'ai dit, voilà, il y aura ça. Ça a été formidable. Écoutez, je ne peux pas même le décrire, tellement c'était bien, c'était beau. Moi, je suis monté sur l'estrade, j'ai fait un discours, évidemment, pour citer l'éloge, pour faire l'éloge de tous ceux qui avaient agi comme son grand-père et sa grand-mère. Et ça a été extraordinaire. Voilà. Et ce n'est pas la seule, parce que j'ai appris... Alors, j'ai demandé à ceux qui s'occupent d'organiser ces remises de médailles de juste, avec un diplôme, avec écrit, voilà, nous citons à l'honneur ceci, cela. Il mérite largement, il mérite 100 fois ça, il mérite 1000 fois ça. Et je lui ai demandé que chaque fois qu'il y aura une manifestation de ce genre, qu'on me prévienne sur l'ordinateur, que je tripote encore un peu pour m'amuser, pour échanger des mails avec des voisins, des amis, etc. Et quand je peux le faire, dans une distance pas trop loin de là où j'habite, dans un rayon, disons, de 20 ou 30 kilomètres, mais je ne peux pas aller à Bordeaux, ni à Toulouse, ni à Brest, ni à Strasbourg, comme ça. J'ai une voiture, heureusement, avec laquelle je peux faire des petites routes avec ma femme, et je vous dis que j'en suis bouleversé encore maintenant. Et ses amis, évidemment, je les fréquente toujours. Je vais de temps en temps boire avec eux un thé, un café, on parle du bon temps. Et moi, en travaillant, tout à l'heure, je vous ai parlé de ce livreur de glace pure. Il y avait un magasin, une petite usine de glace pure. Il fabriquait les blocs. 34 rue de Brigode, à Lille. Je m'en souviens très bien encore de l'adresse. Je me rappelle encore même du nom du tenancier, du patron de cette usine-là. Il s'appelait Monsieur Cantino. Et alors, on partait le matin à 8 heures du matin et on rentrait le soir à 10 heures. On était loin des 35 heures pour la semaine. Hein. On était loin. On les faisait en 2 jours, nos 35 heures. Eh bien, il fallait livrer de la glace. L'été, ça fondait à tout berzingue. Et moi, à l'époque, j'étais fort comme un cheval. 17 ans, on est les plus forts du monde. Eh bien, je prenais, pour ne pas fatiguer les chevaux qui tiraient la carriole, eh bien, on les arrêtait, parce qu'on avait une grande tournée autour de l'île, qui englobait différents... Marc-en-Barœul, la Madeleine, Fives, Saint-André, etc. Il y avait plein de petits patins que l'on servait, nous, autour. Alors, afin
d'économiser la force des chevaux. On les arrêtait à un carrefour où l'on savait que tout le long des routes en étoile autour, il y avait des clients. Moi, j'entourais 2 grands blocs de 25 kilos chacun, 50 kilos de glace, entourés d'un sac à pommes de terre. Et sur mon épaule, le pic à la main, le pic à glace. Et je parcourais, j'allais des fois jusqu'à 2 kilomètres de loin pour servir toute la longueur des voies. Et sur le retour, je servais les clients d'en face, etc. Et quand je revenais, et si au milieu de la route, j'avais plus de glace, je revenais en vitesse en chercher, je courais comme un lapin. Ce qui m'a permis justement d'être encore maintenant, 92 ans il y a quelques semaines, d'être encore en forme. Est-ce que c'est ça qui m'a permis de l'être? Je l'ignore, mais en tout cas, voilà. Eh bien, savez-vous, je suis le plus heureux des hommes d'avoir... Et je pense que beaucoup qui m'écoutent auront cette même pensée. Qu'est-ce que vous en dites? Paul, déjà je veux te remercier pour consacrer cette anecdote historique à mon émission. Je te remercie sincèrement. Oui, merci. C'est bien parce que je vais laisser la place aux autres. Il y en a d'autres qui piaffent d'impatience. Non, c'est bien. Non, attends. Merci. C'est-à-dire, tu nous as raconté l'histoire d'un survivant après plus de 70 ans. Voilà, c'était très intéressant, très joli, très beau. Surtout, tu as bien précisé, ce n'était pas seulement une famille française qui t'ont sauvé, et ta famille, voilà. Et il y avait tout le quartier qui vous le connaissait, qui savait que vous étiez juif, mais ils ne vous ont pas dénoncé. Autour, d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'ils font ces gens-là? On sortait très peu. Il y a que moi, pratiquement, qui sortais pour aller travailler le matin, de 8h du matin jusqu'au soir, rentrer en vitesse. Mais les gens étaient, surtout l'été, ils étaient dehors sur le pas de la porte, ils bavardaient longuement. Eh bien, comme il dit Enrico Macias, les gens du Nord, ils ont dans le regard le bleu qu'ils n'ont pas dehors. Eh bien, c'est vrai. Ils ont des regards bleus, des cheveux blonds et un cœur en or. Bravo. C'est les meilleurs que... Après, dans mon travail ensuite que j'ai fait pendant 40 années ici en France, eh bien, j'ai eu l'occasion d'aller dans de nombreuses de grandes villes. Lyon, Marseille, Toulouse, partout. Vannes, dans le Morbihan, enfin, je connais toute la France. Eh bien, je n'ai jamais rencontré ailleurs. Tiens, à tel point est-ce que je peux raconter encore un tout petit truc de quelques minutes? Oui. Mais Paul, oui, tu peux continuer. Non, tu peux continuer. Attends. Vous étiez combien? Le membre de votre famille, ça contenait combien de personnes? Eh bien, on était 5, mes parents et mes 2 sœurs, voilà. Et tous les gens de quartier savaient que vous étiez juif et personne ne vous a pas dénoncé. Mais personne c'est ça qui est tellement intéressant et historique. Et c'est ça que je suis tellement content et ravi de recevoir ton témoignage de ce soir. Nous sommes mois de septembre 2017, mon cher Paul. Ce témoignage ce soir, ça m'a bouleversé. Et je veux te remercier. C'est un grand cadeau que tu nous as donné. Et je vais être ravi de t'entendre encore, de t'écouter, parce que ton mémoire, c'est une mémoire historique. Et moi, je vais bien être la personne qui va enregistrer dans son émission le mémoire de Paul. En plus, tu peux te présenter totalement sans aucun problème, puisque c'est quelque chose de très intéressant qui va rester éternellement cette voix, ce témoignage. Et vous pouvez le consulter, mes chers amis, chaque fois que vous désirez. C'est un témoignage formidable. Un homme de 92 ans. Il avait 17 ans, il était sauvé, une famille juive sauvée par les Français même. Ce n'est pas une famille, 2 familles, tous les gens de quartier, ils connaissaient, ils savaient que Paul et sa famille étaient juifs, mais ils les ont sauvés. Et imaginez-vous qu'après plus de 70 ans, 75 ans, encore, il est là, grâce à Dieu. J'espère que tu vas rester encore longtemps avec ta femme qui est à côté de toi. J'ai entendu sa voix. Comment elle s'appelle ta femme? Ben, elle rouspète un peu parce qu'elle n'aime pas que je raconte des histoires qui sont restées longtemps. Comment elle s'appelle? Pardon? Elle s'appelle comment ta femme?
Elle s'appelle Rosette. Rosette, Rosette, sois gentil avec Paul. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est des témoignages historiques. Et je remercie beaucoup Rosette. Elle entend mal, elle a compris. Elle est plus jeune que moi, mais elle est malade et c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, tu voulais continuer, Paul. Allez-y, on vous écoute, Paul. Eh bien, la petite histoire que je vais vous raconter est très courte. Mon père avait trouvé entre-temps un travail chez un tailleur voisin où l'autre, il lui donnait à découdre les vêtements. Puisque moi, je ne pouvais plus découdre les vêtements pour les retourner parce que je travaillais dans la glace avec ce monsieur Stellamans. Alors, bon, le samedi, puisque c'est le samedi, le jour, c'est le dimanche pour les juifs, il allait, pour un peu de repos, se promener en haut de la... Je me souviens plus le boulevard, le nom du boulevard. Eh bien, boulevard de la Liberté, je crois. Il y avait un petit jardinet avec... juste en face du monument des 5 fusillés. Il y a un monument des 5 fusillés de la guerre 14 que les Allemands sont venus, ils ont démoli, ou il y a des vandales qui ont démoli les choses, et puis on l'a reconstruit. Enfin bon, près du monument des fusillés, il y avait un petit jardinet où mon père, sur le banc, se reposait un peu en lisant un journal, etc. Alors, tout d'un coup, il voit un Allemand passer. Bon, dans ce coin-là, c'est rare que les Allemands passent, c'est un peu reculé, c'est tout au bord de la ville, tout près de la Deule qui passe. La Deule, c'est un cours d'eau. Eh bien, ou un canal, le canal de la Deule, enfin, je sais pas. Et alors, c'est rare de voir un Allemand par là. Et puis, bon, il baisse les yeux, le temps de relever les yeux, il y a un deuxième Allemand qui passe. Mais encore plus bizarre, ce qui lui paraît encore plus bizarre, c'est qu'au lieu d'avoir la dague à son côté, comme la plupart des Allemands avaient, leur baïonnette, elle pendait à côté, ils avaient toujours ça pour se défendre d'une agression éventuelle, eh bien, eux, peut-être avaient-ils aussi la dague, mais ils avaient un fusil en bandoulière. Ils portaient un fusil en bandoulière. Alors, regarde, ça, en ville, on n'a jamais vu. Forcément, les Allemands, ils essayaient de paraître le moins possible agressif. Alors, oh, il est là, je crois que ça sent un peu le roussi. Il était à l'intérieur de ce petit square, il y avait pas mal de gens assis tout autour de l'herbe, il y avait des bancs, il y avait sûrement, comme d'habitude, 20, 30, 40 personnes, j'en sais rien. Paul, j'étais pas là, mais il m'a raconté. Paul. Oui. Ça, tu sais qu'après 30 minutes, ça va couper automatiquement. Dans quelques secondes, si ça coupe, tu peux recomposer notre numéro, tu peux revenir sur l'antenne. Ah, vas-y, continue. D'accord, je vais aller très vite. Non, tu peux revenir, tu peux revenir parce que je vais inviter les gens. D'un pas tranquille, tranquillement, il avance, il sort, il traverse la rue, il va en face, et bien lui en a pris parce qu'à ce moment-là, une voiture est arrivée. Vous m'entendez toujours? Oui. Eh bien, un commandant Mais Paul, dès que tu as dit un commandant, et c'est coupé, c'est parti. Tu sais, ça coupe automatiquement après 30 minutes, Paul. Et ça c'est coupé et tu peux revenir, Paul. Et surtout, je vais inviter mes amis, nos chers amis, auditeurs et auditrices, et vous pouvez questionner Paul. Si vous avez des questions, vous pouvez le poser. Et je t'invite de revenir, Paul. Le témoignage de Paul ce soir était tellement historique et intéressant sur notre antenne. Je suis tellement ravi de le recevoir. Imaginez-vous que s'il y avait quelques dirigeants de la France qui collaboraient avec les nazis, mais le peuple français, ils ont sauvé énormément de familles juives et que ce soir, dans cette émission,
C'est un cadeau qui m'a donné Paul. Vous avez entendu le témoignage d'une personne qui a raconté 5 personnes, la totalité de sa famille a été sauvée par les Français. Et voilà, Paul, tu peux revenir, tu peux recomposer le numéro et revenir. Et même les autres, si vous avez des questions à Paul, vous pouvez nous appeler, poser vos questions à Paul. Paul, même tu peux rester ce soir jusqu'à la fin avec moi comme invité. Et les autres, ils vont te poser peut-être des questions. Vous êtes sur la radio Ici et Maintenant. Retrouvez l'émission Soleil de Perse animée par David Abbassi en direct à partir de 23h sur Ici et Maintenant 95.2. Alors, nous avons Paul qui est avec nous. Je le remercie, il est revenu. Nous avons Chem aussi avec nous. Bonsoir, Chem. Ça va. Comment vas-tu? Ça va, ça va. Tu veux parler avec Paul aussi? Paul, rebonjour, Paul. En fait, bonjour. Oui, je dis bonjour à Paul d'abord, parce que je suis ashkénaze. Pardon? Et j'ai entendu la fin de son vraiment la fin du témoignage concernant le fait que sa famille a été sauvée par des Français. Et il est arrivé un petit peu la même chose à la mienne. Attention, je ne parle pas d'eux en termes des Français. Je parle des non-juifs. C'est les non-juifs qui ont sauvé des juifs. Alors qu'ils soient français ou autres, c'était sûrement des descendants de Belges, ces gens-là. Puisque ce nom-là, il est typiquement belge. D'accord, mais j'ai pas entendu le début de ton témoignage, Paul. Ah oui, d'accord. Enfin, ça fait rien. Eh ben, comme M. Abbassi l'a proposé, s'ils ont enregistré cette histoire, eh bien, peut-être ils peuvent faire une cassette, l'envoyer, ou vous pouvez l'enregistrer quand eux ils le présenteront une autre fois à l'antenne, à un moment où il n'y a pas beaucoup d'appelants. Alors, en tout cas, je finis rapidement l'histoire que j'avais entamée, la deuxième. On parlait d'un soir où il y avait des gens qui étaient sur des bancs en train de se reposer le samedi soir. Alors, les Allemands, sur l'ordre d'un capitaine ou d'un colonel, sont arrivés, entourés le square, et tout le monde qui se trouvait à l'intérieur a été embarqué. Et mon père, il venait de quitter ce trottoir pour traverser la rue et aborder l'autre trottoir d'en face. Il était hors de cause. Que serait-il advenu du restant de la famille, de ma mère, de mes deux sœurs et de moi-même,
s'il avait été pris. Alors, aurait-on su même comment il avait disparu, ou s'il n'était pas mort, s'il n'était pas... sûrement que il n'aurait pas échappé au châtiment que tous les autres, au châtiment immérité que les autres ont subi, bien sûr. Oui, Paul, pardon, Chem, je crois qu'il a des questions à te poser, c'est ça, Chem? Ah oui, d'accord, alors pose des questions. Une précision à donner. Vas-y, Chem. Parle un peu plus fort parce que comme ça. Chem, si tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît, te prendre le combiné plus proche de ta bouche et parler un peu plus fort. C'est Paul, puisque tu sais, il a 92 ans, Paul. Parle un peu plus fort, merci. D'accord. Non, c'est juste pour dire que moi, une grande partie de ma famille était allée à Auschwitz. Ils n'en est pas revenu. Il n'était pas revenu? Non. D'accord. Alors, toi, quel âge actuellement? Moi, j'ai 36 ans. D'accord. Je suis descendant de déporté. D'accord. Oui, tu sais, comme plusieurs millions qui étaient exécutés par les fascistes, voilà. Mais il faut continuer, Paul, son histoire. Oui, d'accord. Paul, on vous écoute, Paul, allez-y. Oui, alors, mon père, par un miracle inouï, puisqu'il est sorti tranquillement du square comme un promeneur qui venait d'avoir fini sa sieste ou sa lecture de journal, traversait tranquillement la rue, et au moment où il prenait pied sur le trottoir d'en face, c'est là que le cercle, voilà. Alors je suis sûr que dans les personnes qui se trouvaient au square, là, eh bien, il y avait des bonnes proies pour les Allemands. Ah oui, il y en avait, sûrement. Alors, mais cela, on n'en a jamais entendu parler, on n'entendra jamais parler, parce que ils ont tous disparu. Et moi, la grande chance de ma vie, et de mes parents, et de mes sœurs, c'est d'en avoir échappé grâce, justement, à ces Lillois, à ces gens. Lille peut figurer en podium numéro 1 sur l'accueil, sur la bienfaisance envers autrui. Vous savez que à l'époque, alors oui, ce que je voulais raconter aussi, bon, il en a échappé. L'histoire qui m'était revenue tout à l'heure à la tête. Dans mon travail, j'allais sur les expositions, sur les foires et marchés, faire des démonstrations. J'étais démonstrateur pour des articles de machines à coudre. Alors, je commençais à actionner ma machine à coudre avec pédale que j'avais disposée, avec les pieds en fonte, là, comme avant. Une vieille machine noire, il n'y avait que ça à l'époque, qui piquait. Et aussitôt, il y avait 2, 3, 4, 10 personnes autour de moi que ça intéressait, voir un homme assis au marché ou dans une exposition. Et même j'étais une fois à la foire de Paris, il y a longtemps. Eh bien, c'est curieux, on n'a jamais vu ça. Alors, je racontais mon topo, dis voilà, vous placez votre chose comme ça, vous faites ceci, vous faites cela, et vous vissez bien pour que ces appareils tiennent sur le pied de biche, etc. Et quand j'avais fini mon topo, je disais, est-ce qu'il y a parmi vous des gens qui n'ont pas tout saisi et qui veulent une explication supplémentaire? Alors, il y avait un jour, il y en avait qui demandaient, mais un jour, il y en a un qui levait le doigt et qui me dit, et ça se passait à Lyon, parce que j'ai fait toute la France, comme j'ai dit tout à l'heure. Il me dit, oui, mais comment vous faites si vous... Ah, j'ai dit, monsieur, je vous arrête. Je ne veux même pas entendre votre question, mais je peux vous dire que vous êtes de Lille, vous êtes du Nord, parce que vous avez tout à fait l'accent que j'ai connu pendant 30 ans à Lille, dans le Nord. Alors, il me dit, oui, c'est vrai, vous avez raison. Je suis de Lille. Alors, je lui dis, permettez-moi, et je m'adressais à toute la foule, là, qui était là, avant de penser même à vendre les articles que j'avais, pour lesquels j'étais venu là. Ils écoutaient. Je leur dis, mesdames, messieurs, je peux vous dire que
voyageant dans toute la France, il n'y a qu'à Lille que j'ai rencontré cet accueil chaleureux. Et grâce à eux, nous avons échappé à la furie allemande en 1940-42, parce que des gens nous ont cachés, vu que ma famille et moi, nous sommes tous juifs. Alors, il y en a un qui a dit, il y en a un qui s'est levé, il m'a dit, monsieur, vous avez raison. Je dis, alors pourquoi j'ai raison? Expliquez-vous maintenant, c'est à votre tour. Il me dit, vous avez raison, parce que lorsque j'ai fait mon service militaire, il n'y a même pas 3 ans, eh bien, dans notre chambrée, on était une douzaine ou une dizaine, elle va savoir, le nombre, je ne sais pas. Il dit, il y avait un type du Nord. Eh bien, ce type-là, quand il recevait un colis de ses parents, parce qu'aux militaires, à ce moment-là, ils étaient heureux, les parents, d'envoyer 1 kilo de sucre, un peu de confiture, un pain d'épices, de la cassonade. Là-bas, c'est ce qu'on consomme beaucoup. Et puis, enfin bon, le type, quand il déballait son colis, tout ce qu'il avait était partagé en 12, monsieur. Tout ce qu'il avait. Et chacun devait prendre même si c'était un morceau grand, comme un morceau de sucre, eh bien, c'était en 12. Et il ne fallait pas refuser sa portion, parce qu'il était mal vu par le type du Nord. Et bien voilà le caractère résumé en 3 mots du cœur des gens du Nord, de l'île surtout, puisqu'il n'y a que là que j'ai habité. Voilà. Vous m'avez entendu? Excellent, Paul. Encore, je te remercie, bien sûr. Alors, Shem, tu vas rajouter quelque chose? Shem, ça veut dire un nom en hébreu. Voilà, c'est ça, c'est un nom. Moi, j'ai une histoire à raconter, triste. Ouais. C'est que ma grand-mère... Qu'est-ce qu'il veut me dire, Shem? Qu'est-ce qu'il veut me dire? Mon grand-tante qui n'est pas revenu, mon grand-père, ont été cachés en Vendée, à Vouvran, avec d'autres enfants. Oui. Et c'était en 44, donc à la fin de la guerre. Et oui. Ils ont été dénoncés par le maire. Ils ont été dénoncés par... Par le maire de village? Le maire de la ville. Maire de la ville, oui. Bah oui, ça arrive. C'est arrivé. Et on ne saura jamais le nombre de gens qui ont péri là-bas dans les flammes, ou de faim, ou de maladies, dénoncés par d'autres, parce que, évidemment, dans certaines villes, tout le monde n'avait pas le caractère de ceux sur qui on est tombé. Et peut-être si on avait été dans un autre quartier, peut-être ça se serait passé différemment. Mais là, on était dans un quartier typiquement ouvrier. C'est tout près du marché de Oisem. Le marché de Oisem que l'on connaît très bien. Beaucoup de gens connaissent bien le marché de Oisem. On en a parlé à la télévision il n'y a même pas très longtemps. C'est un marché très important. C'est le quartier ouvrier de Lille. Voilà. Bon, eh bien, j'ai assez parlé pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vous raconterai une autre anecdote qui est aussi valable que cette première que j'ai racontée avant. De ma grand-mère. Ok, Paul, merci beaucoup. Attends, Shem, on va dire au revoir à Paul et après, on va t'écouter. Paul, je te remercie et bonne soirée. Bonjour pour ta femme. Merci. Je suis désolé pour Shem que évidemment, ça a mal. C'était tragique pour lui, pour ses parents, ses grands-parents ou autres. Eh bien, évidemment, on a subi. Vous pensez 6 millions de juifs qui ont disparu comme ça pour rien. Et alors, je vais vous dire, je l'ai déjà dit à quelqu'un, je me souviens plus à qui, un directeur dans une banque ou quoi, parce que quand je lui ai dit que moi j'étais juif et que je lui ai raconté quelques petites bribes aussi, je lui ai dit ceci. Est-ce que vous avez remarqué que tous les pays, toutes les ethnies, tous les gens, tous les groupes qui se sont attaqués aux Juifs, qui voulaient leur fin, finalement c'était la fin à eux qu'ils ont programmée. Et les Juifs, ça fait des milliers d'années, sont toujours là, et plus forts que jamais, puisque maintenant, en plus, ils ont retrouvé un pays. C'est vrai ce que je dis ou pas? Tous les gens
et surtout si le dernier en date, c'est Hitler. Alors c'est pour ça que j'ai commencé cette chose-là en vous disant ce Kim là, je me souviens, quel est son nom du Nord-Coréen, eh ben il est en train de programmer sa fin. Parce que quand on veut se montrer la grenouille plus grosse que le bœuf, eh ben on éclate. Voilà. Allez, merci de vos compliments et puis à la prochaine fois. Hein. Merci Paul, salut. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir. Oui, Chem, c'était le témoignage de quelqu'un qui, après 77 ans, il a raconté sa vie et la vie de ses parents, 5 personnes sauvées par les Lillois, voilà, et tous les gens du quartier, ils savaient que cette famille était juive et cachée chez telle famille. Personne n'a pas dénoncé cette famille et aujourd'hui, ici et maintenant, un grand cadeau, voilà, Paul, il nous a raconté son histoire. Mais Chem, on vous écoute. Non, moi je voulais préciser que, je sais plus, je voulais en venir, que j'ai beau être juif, je supporte pas je suis pour le BDS, le boycott, dismantlement sanction, c'est-à-dire que je suis antisioniste. Je suis contre l'expansionnisme de Israël. Et ça ne m'empêche pas d'être fidèle à la Kabbale ou à mes origines, parce que je suis sans mêler. C'est-à-dire c'est mon père qui est juif et ma mère est catholique. Mais ce qui s'est passé pendant la guerre, ça s'est passé. Mais les juifs le font à leur tour, à leurs voisins. Et ça, c'est insupportable. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui, Chem, alors, toi, ta mère, elle est chrétienne et ton père, il est juif, c'est ça? Exactement. D'accord. Alors, écoute, nous avons aussi Pierre avec nous. Pierre, bonsoir, nous avons Chem avec nous. Oui. Non, c'est pour dire que les Juifs font ce qu'on leur a fait pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est ignoble. Il n'y a pas le aussi du peuple palestinien, on n'essaie pas les Palestiniens. Faut pas dire n'importe quoi. On les a peut-être un petit peu assez d'accord, mais on les a pas exterminés, faut pas les exagérer. J'entends très mal. Non, je disais qu'on n'a pas exterminé les Palestiniens, les Israéliens. On les a pas exterminés. Alors que les nazis ont exterminé des millions de juifs. Non, la comparaison est très malvenue. Les Palestiniens mais il y a une idéologie expansionniste et d'apartheid que je trouve assez injuste et qui n'est pas nouvelle, qui date du XVIIe siècle, qui date du protocole de Sion. Mais non, un protocole de Sion, c'est une invention du tsar, tes conneries. C'est pas du tsar qui les a fait les protocoles de Sion. Ah, tes conneries, t'es en plein délire, là. Ah, faut pas gaffe. C'est en plein délire. Les protocoles de Sion, le travail Marcus, c'était un faux de la police du tsar qui était faite. Le seul homme est reconnu. Alors, arrête vannes. Bon, un film comme ça, moi, je ne peux pas jouer un antisémite. Alors, Chem, il est parti à l'histoire de Palestine, aussi c'est terminé ce soir sur mon antenne. On a parlé au départ de notre émission sur la Corée du Nord, et également on en a parlé sur le tabagisme, et après c'était Paul qui est venu sur notre antenne, que je le remercie beaucoup de son témoignage, après 77 ans, Paul. Pierre, tu as entendu tout ça? Paul, après 77 ans, il a raconté une histoire formidable sur notre antenne. Maintenant, Pierre, dis-moi, alors, que penses-tu à tous ces sujets-là que nous avons abordés ce soir, sauf l'histoire de Palestine, c'est fini.